affirmation de la théorie criticiste, les casseurs de pierre et les demoiselles de la Seine. Les débuts de l'école critique aux expositions de 1851 et 1853 produisirent une impression généralement désagréable, pénible. Cela ne pouvait manquer d'arriver. D'abord, nous sommes au prélude d'une révolution, de même que l'histoire est à écrire, l'art tout entier est à refaire. On devait s'attendre que les premiers essais laisseraient à désirer, puis le goût public est dépravé, l'impatience de la vérité extrême. Vous sentez-vous corrompu? Demandait un jour aux électeurs de Lisieux, Guizot. Il était sûr de la réponse, aussi le suffrage de ces honnêtes citoyens ne lui manqua pas. Avec Courbet, c'est autre chose, il ne ménage pas la vérité à son public. Aussi les applaudissements sont rares et le succès médiocre. Le plus grand mal d'une société qu'ont fait échoir les surexcitations de l'idéalisme, c'est pour qu'elle n'a plus de goût que pour ce qu'il a perdu et qu'elle n'offre plus de prise aux réformateurs, artistes ou philosophes qui cherchent à la faire revenir. Elle ressemble à ces malades pris de dégoût que ni l'exercice, ni la diète, ni le grand air, ni les raffinements de la gastronomie n'ont la puissance de mettre en appétit. L'idéal est une des puissances de notre âme. Une fois épuisée, elle ne peut se rétablir que par un vigoureux effort de la conscience. Que si l'abus des jouissances a détendu jusqu'au ressort moral, l'homme est fini. Ni art, ni raison n'y peuvent plus rien. Il n'y a qu'à jeter le cadavre. Ces réflexions m'ont été principalement suggérées par deux tableaux de Courbet, bien différents pour le sujet, mais qui font pendant par l'idée. Les casseurs de pierre et les demoiselles de la Seine. On accuse Courbet de tuer l'idéal par son réalisme. Jamais peintre, au contraire, ne l'excita plus fortement qu'il n'a fait dans ces deux remarquables ouvrages. D'autres, avant Courbet, ont essayé de la peinture socialiste. Ils n'ont pas réussi. C'est lui, il ne suffit pas de vouloir. Il faut être artiste. Reproduire des réalités, encore une fois, n'est rien. Il faut faire penser. Il faut toucher, faire luire sur la conscience un idéal d'autant plus énergique qu'il se dérobe au regard. Les casseurs de pierre sont une ironie à l'adresse de notre civilisation industrielle qui, tous les jours, invente des machines merveilleuses pour labourer, semer, faucher, moissonner, battre le grain, moudre, pétrir, filer, tisser, coudre, imprimer, fabriquer des clous, du papier, des épingles, des cartes, exécuter enfin toutes sortes de travaux, souvent fort compliqués et délicats, et qui est incapable d'affranchir l'homme des travaux les plus grossiers, les plus pénibles, les plus répugnants, apanage éternel de la misère. Nos machines, en général, chefs-d'œuvre de précision, ont plus d'habileté que nous-mêmes. Elles font mieux que nous, pour peu que ce que nous leur demandons exige d'intelligence et même d'art. Une fois en mouvement, elles nous remplacent avec un immense avantage. Il n'y a qu'un reproche à leur faire. Elles ne se meuvent pas d'elles-mêmes. Elles ont besoin qu'on les surveille, qu'on les gouverne et même qu'on les serve. Or, quel est le serviteur des machines? L'homme. L'homme sert, tel est le dernier mot de l'industrialisme moderne. Il y a longtemps que le problème de la spéculation capitaliste, consistant à reporter chaque année au compte de capital les salaires économisés des ouvriers, serait résolu, si la mécanique avait pu de son côté résoudre celui du mouvement perpétuel. Si en définitive le moteur originel de l'industrie pouvait être autre que l'homme. Voilà, direz-vous, bien que de la philosophie à propos d'un tableau, qui empêche d'inventer une machine à casser des pierres comme on en a inventé une pour les scier? Courbet n'aurait eu alors rien à dire. À quoi je réponds? Courbet eût tout simplement modifié son sujet, car l'idée serait demeurer exactement la même. Le problème étant insoluble. Une invention en appelle une autre, de sorte que pour esquiver toute main-d'œuvre, nous tombons dans le machinisme universel, aussi impossible, aussi introuvable que le mouvement perpétuel. Sans doute, on ferait une machine à casser des pierres, mais pour être conséquent au point de vue du capitalisme, il en faudrait une pour les extraire de la carrière, une pour les charger, une pour les voiturer et les conduire, une encore pour les répandre, ce qui n'aurait pas de fin. Ce n'est pas tout. Admettant ce machinisme, que ferez-vous des malheureux qui aujourd'hui vivent
de ces travaux pénibles, et qui alors sans occupation n'aurait pour subsister ni capital, ni propriété, ni revenu. Si bien qu'en résultat, l'homme est l'esclave de la machine qu'il a inventée et construite de ses mains, que plus nous développons autour de nous la mécanique, plus nous multiplions la servitude, et que la misère physique, intellectuelle et morale de nos esclaves est d'autant plus grande que leur besogne est plus grossière et leur fonction plus servile. Telle est la loi du travail, elle est fatale. Il n'y a pas moyen de faire qu'il en soit autrement. Que pensez-vous de cette situation? Elle est on ne peut plus affligeante. N'y aurait-il pas moyen de trouver quelques remèdes, quelques adoucissements? On n'en connaît qu'un, c'est de répartir cette lourde tâche comme un service public, corvée ou prestation, entre tous les membres valides de la société. Hors de là, il y a exploitation, asservissement des uns par les autres, partant, dégradation de la race, enlaidissement. Comment? Est-ce que l'esthétique aussi conclurait à cela? Sans doute. Et si l'art ne s'est pas avisé plutôt d'en dire un mot, c'est que jusqu'à l'année 1789 de Jésus-Christ, le droit de l'homme et du citoyen était resté lettre close. L'idéalisme égyptien admettait la servitude, l'idéalisme grec tout de même. Fermez les yeux maintenant. Les personnages qui figurent dans le tableau de Courbet sont au nombre de deux, un jeune homme de 18 ans et un vieillard de 60. Avant d'examiner la peinture, dites-moi lequel de ces deux hommes vous semble devoir exprimer le mieux la servitude et la misère. Le vieillard, assurément. La vieillesse ajoute au malheur et à l'indigence, tandis qu'il n'est pas d'affliction que ne rachète la jeunesse. Eh bien, vous vous êtes trompé. Regardez maintenant. Ce vieillard à genoux courbé sur sa rue de tâche, qui casse des pierres au bord du chemin avec un marteau à long manche, attire certainement votre compassion. Sa figure immobile est d'une mélancolie qui va au cœur. Ses bras arroidis se lèvent et tombent avec la régularité d'un levier. Voilà bien l'homme mécanique ou mécanisé dans la désolation que lui font notre civilisation splendide et notre incomparable industrie. Pourtant cet homme a eu des jours meilleurs puisqu'il a vécu. Si le présent est pour lui sans illusion, sans espérance, il a du moins pour s'entretenir ses souvenirs, ses regrets, et ce n'est pas rien que d'avoir à se remémorer quelque chose. Tandis que ce déplorable garçon qui porte les pierres ne saura rien des joies de la vie. Enchaîné avant le temps de la corvée, déjà il se découd, son épaule se déjette, sa démarche est affaissée, son pantalon tombe. L'insoucieuse misère lui a fait perdre le soin de sa personne et la prestesse de ses 18 ans. Broyé dans la puberté, il ne vivra pas. Ainsi le servage moderne dévore les générations dans leur croissance. Voilà le prolétariat. Et nous parlons de liberté, de dignité humaine. Nous déclamons contre l'esclavage des Noirs que leur qualité de bête de somme garantit au moins contre cet excès d'indigence. Plus à Dieu que nos prolétaires fussent matériellement aussi bien traités que les Noirs. Sans doute il ne serait pas tout à fait juste de juger, après ce triste échantillon, le grand peuple aux 10 millions d'électeurs souverains, mais en est-il moins vrai que c'est là une des façons douteuses de notre société, et qu'il n'est pas un de nous citadins ou paysans, ouvriers ou propriétaires, qui ne puisse un jour, par un accident de fortune, se voir réduit là. La condition des casseurs de pierre est celle de plus de 6 millions d'âmes en France. Vantez donc votre industrie, votre philanthropie et votre politique. Un critique d'une école qui n'est pas la nôtre a dit des casseurs de pierre que ce tableau était en son genre un chef-d'œuvre. J'accepte ce jugement. Le genre auquel appartiennent les casseurs de pierre est aujourd'hui le genre le plus élevé, le seul admissible. Que manque-t-il à cette toile pour qu'elle réunisse tous les suffrages? Précisément d'être en son genre moins achevé. Si Courbet par exemple était aussi amoureux de l'antithèse que Victor Hugo, rien ne lui était plus facile que de créer dans son tableau un contraste. Il aurait placé les casseurs de pierre à côté de la grille d'un château, derrière cette grille en perspective un vaste et superbe jardin, au fond l'habitation du maître avec terrasse, portique, statue de marbre représentant Vénus, Hercule, Apollon et Diane. Cela eût produit son effet. Courbet a préféré la grande route toute nue, avec son désert et sa monotonie, en quoi je suis tout à fait de son sentiment. La route solitaire est d'une bien autre poésie que ce contraste affecté de l'opulence et de la misère. C'est là qu'habite le travail sans distraction, la pauvreté sans fête et la tristesse désolée. Des paysans qui avaient eu l'occasion de voir le tableau de Courbet auraient voulu l'avoir pour le placer. Devinez où?
sur le maître-autel de leur église. Les casseurs de pierres valent une parabole de l'évangile. C'est de la morale en action. Je recommande cette idée paysannesque à Flandrin. Elle pourra l'éclairer dans ses compositions religieuses. La pauvreté vous chagrine, ce labeur de cheval aveugle attaché au manège vous fait mal à voir. Vous admettez la tragédie, les infortunes éclatantes, le malheur héroïque, mais vous demandez s'il est de la dignité de l'art de reproduire ces vulgaires souffrances. On sait bien, dites-vous, que tout dans cette vie n'est pas rose et amour. Nos hôpitaux, nos prisons, nos asiles, nos monts de piété, nos bagnes sont les monuments gigantesques de nos douleurs. La peine, c'est chose acquise, tient plus de place en ce bas monde que la joie. Mais pourquoi les confondre? Pourquoi empoisonner le peu qui nous reste de félicité en mêlant les images de l'une à celles de l'autre? L'art a pour mission de jeter un voile de consolation et de décence sur la face misérable du siècle. Rome, qui bâtit le Colisée, avait ses égouts et ses cloques, où certes ne s'assemblèrent jamais ni le Sénat ni le peuple. Ah, faites-nous grâce de votre réalité, elle est assez odieuse par elle-même, sans que vous y ajoutiez encore par les raffinements de votre art critique. Sans que vous y ajoutiez encore. Et voilà justement en quoi consiste votre erreur, l'erreur de toutes les écoles d'art depuis le commencement du monde. Vous voulez séparer ce qui est de soi inséparable, la lumière, des ténèbres, l'esprit de la matière, la forme de la substance, la beauté de la laideur, le plaisir de la peine, l'art de la science et de l'industrie, l'idéal de la conscience, la jouissance du travail et de la maladie, la liberté de la servitude, la vie de la mort, la gloire de l'humiliation. Vous ne savez pas que la vie humaine se compose incessamment de l'union de ces contraires, mêlés à diverses doses. Vous vous êtes fait un type des dieux et un type de l'homme, un type de l'aristocrate et un type de l'esclave. Vous avez rêvé une existence de perfection et de béatitude, et une autre de damnation et de supplice. Et vous avez dit, ceci est l'idéal, le paradis là, et cela est la réalité, la barbarie, l'enfer. Et vous avez ainsi proscrit les 9 dixièmes du genre humain, vous réservant l'idéal et les condamnant au travail. Nous rejetons vos catégories égoïstes, nous prétendons que l'art doit tout embraser, à peine d'infamie pour lui et pour vous. Mais il faut vous contenter. Voici du luxe, de l'élégance, du loisir, des pensées hautes et ambitieuses, d'ardentes passions, contemplées et jugées. Les demoiselles de la scène, titre dépourvu de sens, parfaitement imaginé pour tuer une œuvre. La scène n'a rien à faire ici, on ne la découvre seulement pas. L'auteur a voulu dire deux jeunes personnes à la mode sous le Second Empire. Mais ce titre aurait paru séditieux, on ne le pouvait pas permettre. Notez cependant que l'Empire ne sert à désigner ici qu'une date. De même que la scène indique par synecdoque la civilisation parisienne. C'est tout ce qu'il y a de politique dans le tableau de Courbet. Sous le Premier Empire, à quoi songeaient les jeunes filles? Je suppose qu'en 1812, cette idée fut venue à un peintre, comme elle est venue de notre temps à Courbet. Il aurait peint ces deux figures pleurant comme les Troyennes de l'Énéide au bord de la mer, lisant le bulletin de la Moskova ou celui de la Bérésina, pâle et amaigri comme il convient à des demoiselles en train de coiffer Sainte Catherine et portant dans leur cœur le deuil de leurs amoureux. Grâce au ciel, nous n'en sommes pas là. Napoléon III a fait de grandes guerres, il a livré de grandes batailles, il a remporté de grandes victoires. On ne peut pas dire qu'il ait fait rareté d'hommes. Et si l'on épouse moins aujourd'hui, si la population semble diminuer, cela tient à d'autres causes. Nos idées ainsi que nos mœurs ont pris une autre direction. C'est ce que vont vous apprendre les deux figures qui posent là devant nous, sans qu'elles s'en doutent, et que le livret appelé Demoiselles de la Seine. Demoiselles, oui, car elles ne sont ni mariées ni veuves, cela se voit du premier coup, elles ne sont pas même promises, peut-être par leur faute, et c'est pourquoi vous les voyez plonger dans leur réflexion. La première est une belle brune, aux traits accentués, légèrement virils, de ces traits qui donnent à une femme de 18 à 22 ans des séductions sataniques. Elle est étendue sur l'herbe, pressant la terre de sa poitrine brûlante. Ses yeux à demi ouverts nagent dans une érotique rêverie. Ses Phèdre qui rêvent d'Hippolyte. Dieu, que ne suis-je assise à l'ombre des forêts?
C'est Lélia qui accuse les hommes des infortunes de son cœur, qui leur reproche de ne savoir pas aimer, qui cependant repousse le timide et dévoué Sténio. Au premier abord, le sentiment qu'elle nous inspire est celui d'une piété mêlée de crainte. On a une peur instinctive de ces créatures, aux passions tantôt concentrées, tantôt bondissantes, jamais assouvies. Il y a en elles du vampire, puis à mesure que vous considérez cette tête charmante, étrangement magnétique, votre pitié tourne à la sympathie. Vous vous sentez fasciné par elle, saisi du démon qui l'obsède. Vous voudriez, au prix de tout votre sang, éteindre l'incendie qui la consume. Fuyez si vous tenez à votre liberté, à votre dignité d'homme, si vous ne voulez que cette Circé fasse de vous une bête. L'autre est blonde, assise, semblable à un buste de marbre. Elle parle cependant, elle s'entretient tout haut avec elle-même. Sa compagne ne l'écoute pas. Elle aussi poursuit sa chimère, chimère non d'amour, mais de froide ambition. Pourquoi ne serait-elle pas un jour princesse, comme tant d'autres femmes, tout au moins d'un archimillionnaire? N'a-t-elle pas la jeunesse, la beauté, l'esprit, les talents? Serait-elle déplacée dans une autre position? Elle vaut bien sa pareille. Personne d'ailleurs ne pourra dire qu'il a épousé sans dot. Elle a recueilli déjà, elle attend encore quelque chose. Elle a su augmenter sa fortune bien suffisante pour une femme seule. Elle possède des actions et des titres de rente. Elle se connaît aux affaires et suit attentivement les cours. Elle ne joue pas, qu'elle saute, quelque saute. Elle opère sur bonne valeur achetée à propos et dont elle sait avec non moins d'à-propos se défaire, où on ne la prendra pas au dépourvu. Elle ne se fait pas d'illusions. Le fol amour ne la tourmente pas. Elle saura attendre. Tout ne vient-il pas à point à qui sait attendre? Bien différente de son amie, elle est maîtresse de son cœur et sait commander à ses désirs. Elle gardera longtemps sa fraîcheur. À 30 ans, elle n'en paraîtra pas plus de 20. D'ici là, peut-elle manquer de rencontrer un lord, un prince russe, un grand d'Espagne ou un agent de change? Du reste, à quelque âge qu'elle se marie, elle n'aura pas d'enfant. C'est la première condition qu'une fille prudente met à son contrat de mariage. Les demoiselles de la Seine font pendant et contraste aux casseurs de pierre. L'un des deux tableaux explique l'autre, le complète et le justifie. Tous deux sont dans la réalité et tous deux puissants par l'idéal. Il suffit pour s'en convaincre de s'arrêter quelques minutes à les considérer tour à tour. D'après les principes que nous avons développés, les deux sujets sont également du domaine de l'art. Demandez-vous cependant, après vous être rendu compte de votre double impression, laquelle de ces existences, celle de ces malheureux journaliers ou celle de ces élégantes, vous semble la plus anti-esthétique, la plus démoniaque, sinon au point de vue de la misère matérielle, du moins celui de la misère morale et de ses effroyables débordements. Ces deux femmes vivent dans le bien-être, entourées de tout ce que les arts de luxe peuvent ajouter de raffinement à l'existence. Elles cultivent ce qu'on appelle l'idéal. Elles sont jeunes, belles, délicieuses. Elles savent écrire, peindre, chanter, déclamer. Ce sont de vrais artistes. Mais l'orgueil, l'adultère, le divorce et le suicide, remplaçant les amours, voltigent autour d'elles et les accompagnent. Elles les portent dans leur douaire, c'est pourquoi à la fin elles paraissent horribles. Les casseurs de pierre au recours crient par leur haillon vengeance contre l'art et la société. Au fond, ils sont inoffensifs et leurs âmes sont saines. On a fait je ne sais plus quel reproche aux demoiselles de la Seine. La seconde figure me paraît à moi trop effacée. J'aime, je l'avoue, que tout soit rendu et mis en saillie dans une peinture d'expression. Plus le sens m'en paraît élevé et profond, moins je supporte les négligences. Je hais la pochade, ces réserves faites, je demande si de telles conceptions ne sont pas dans la vraie donnée de l'art, si ce n'est pas du plus haut idéalisme, de cet idéalisme qui, au lieu de s'ériger en religion, double sa puissance en se mettant au service de la philosophie et de la morale.